En deuxième partie, donc en grand 2, on va voir comment la Terre reçoit de l'énergie du Soleil. Et la façon dont elle reçoit cette énergie va avoir beaucoup d'importance pour différents facteurs que l'on va étudier au sein de cette partie. Tout d'abord, en grand A, on va voir le Soleil, prodigieuse source de rayonnement. Donc c'était le premier polycopié du TP2 que l'on va traiter très rapidement. Donc dans ce premier polycopier du TP2, on réalisait une expérience, c'était un modèle en classe, où on allumait une lampe et on éloignait un luxmètre pour voir comment varier l'éclairement en fonction de la distance. Il fallait ensuite réaliser un graphique au papier millimétré, et on constatait, en comparant avec des courbes mathématiques, que la courbe expérimentale obtenue ressemblait à la fonction 1 sur x carré. C'était la réponse à la première question. D'autre part, on vous proposait dans un tableau les valeurs du flux reçu du Soleil pour chacune des planètes du système solaire, donc en fonction de la distance au Soleil. Et lorsqu'on réalisait le graphique, on obtenait également une courbe très proche de celle qu'on avait obtenue à partir du modèle. Donc on pouvait en conclure que le modèle réalisé en classe était représentatif de ce qu'il se passait dans la réalité, et donc que la courbe ressemblait à la courbe 1 sur x carré. Donc en bilan de ce premier polycopié, le Soleil prodigieuse source de rayonnement, on pouvait dire que le Soleil émet dans l'espace de l'énergie, essentiellement sous forme de lumière visible et d'infrarouge. D'où vient cette énergie? Bon, là c'est plus pour la partie physique. Eh bien, l'énergie du Soleil provient de la fusion thermonucléaire d'hydrogène en hélium. Donc il y a la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium. Les planètes reçoivent une quantité d'énergie solaire qui varie comme l'inverse du carré de leur distance au Soleil. Ça a l'air très compliqué comme phrase. Ça veut simplement dire que la courbe obtenue ressemble à la fonction mathématique 1 sur x au carré. Donc là, d'un coup, ça paraît plus simple. Les planètes proches du Soleil, donc Mercure et Vénus, reçoivent beaucoup d'énergie solaire, donc elles sont très chaudes. A l'inverse, les planètes beaucoup plus éloignées, comme Saturne et Neptune, sont très froides. Ça, c'était pour la première partie du TP2. La deuxième partie du TP2 était consacrée à la répartition en latitude des climats. Donc, on éclairait un globe avec une lampe de petit diamètre et on faisait monter la lumière parallèlement au sol et on entourait la tache lumineuse sur le globe. On constatait que plus on augmentait la latitude, plus la tache lumineuse était grande. La question qui était posée était sachant que les faisceaux lumineux sont tous de même diamètre, comment est-ce qu'on pouvait expliquer que les tailles des taches lumineuses variaient sur le globe et étaient donc de plus en plus grandes lorsque l'on augmentait en latitude? Eh bien, on pouvait dire que la différence de taille des taches lumineuses sur le globe s'explique par la plus ou moins grande obliquité du faisceau lumineux par rapport à la surface du sol. En somme, ça c'est la première version en s'inspirant du tableau. Tout simplement, une autre façon de dire, c'est que la Terre est sphérique, et à cause de la forme de sphère sphérique de la Terre, eh bien, l'angle lumière-surface varie. Imaginons que c'était un plan, eh bien, si la Terre était comme un cube, lorsque le Soleil arrive, eh bien, quelle que soit la latitude, ça ne changerait rien, la tâche serait pareille. Sauf, évidemment, si on tient compte en plus, et on le verra après, de l'obliquité de la Terre. La deuxième question était, sachant que les pinceaux lumineux transportent tous la même quantité d'énergie, donc tous les pinceaux lumineux émettent la même énergie, puisque c'est la même source de lumière, il fallait comparer l'énergie lumineuse totale reçue par chaque tache lumineuse d'une part, et l'énergie reçue par unité de surface d'autre part. Ça a l'air compliqué comme ça, mais la première partie de la question, on vous demande simplement de dire, pour chaque tâche que vous avez, que ce soit à l'équateur, à Turin, ou à Saint-Pétersbourg, voire même au pôle Nord, comment sont, au niveau énergétique, chacune des tâches. Certes, elles sont de plus en plus grandes avec la latitude, mais au final, l'énergie qui arrive, c'est toujours la même. Seulement, la tâche est plus grande. Donc, pour un ensemble de tâches données, l'énergie est la même. On pouvait donc dire, le diamètre des différents faisceaux lumineux étant le même, l'énergie transportée par les différents faisceaux est la même, et donc l'énergie totale reçue par chaque tache lumineuse est la même.
L'autre partie de la question, c'était de comparer l'énergie reçue par unité de surface d'autre part. Eh bien, en un point donné de la tâche à l'équateur, vu que là, l'énergie est sur une faible surface, eh bien, l'énergie est plus concentrée. Donc, en un point donné par unité de surface à l'équateur, eh bien, l'énergie est plus élevée qu'en un point donné de la surface éclairée au pôle Nord. Plus la tâche lumineuse à la surface du globe est grande, donc plus l'énergie reçue par unité de surface est faible. Bah oui, puisque l'énergie est moins concentrée, en un point donné, il y a moins d'énergie. Donc en bilan, on pourrait dire, à la surface de la Terre, l'énergie solaire est inégalement répartie. Elle dépend de la latitude car, du fait de la sphéricité de la Terre, 1 mètre carré de surface du sol à l'équateur reçoit beaucoup plus d'énergie solaire qu'au pôle. Enfin, troisième polycopié de ce deuxième TP, traité de l'alternance des saisons. Et plus précisément, le but, donc la problématique, c'était quoi? C'était de comprendre comment pouvaient exister les saisons. Comment expliquer l'existence et l'alternance des saisons. C'était donc le dernier polycopié du TP2. Alors déjà, on constate que l'axe de rotation de la Terre est incliné. Et bien justement, c'est à cause de ça. L'organisation des zones climatiques est encore compliquée par une particularité astronomique que nous avons négligée jusque-là. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés par rapport au plan de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc la Terre, au cours de sa rotation annuelle, incline tantôt son pôle nord, tantôt son pôle sud vers le Soleil. Au cours de l'année, si on faisait référence également à la fois à la métropole et à la Réunion, eh bien la particularité donc de l'axe de rotation de la Terre inclinée, cette particularité astronomique est à l'origine de l'alternance des saisons au cours de l'année. Quand la Terre incline son pôle nord vers le Soleil, l'hémisphère nord reçoit globalement plus d'énergie que l'hémisphère sud. Ainsi, on a l'hiver dans le pôle sud, donc c'est l'hiver austral, et c'est l'été boréal. A l'inverse, quand la Terre incline son pôle sud vers le Soleil, on a l'été austral et l'hiver boréal. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à une latitude donnée, l'énergie solaire varie aussi à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Au cours de l'année, la Terre incline tantôt son pôle nord, tantôt son pôle sud vers le Soleil. C'est l'origine des saisons.